Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié à l'innovation, aux découvertes technologiques et aux questions du numérique. Alors je commencerai par celle-ci. Quel est selon vous le nec plus ultra de la transformation numérique? Eh bien c'est peut-être de la louer comme un simple service ou comme un abonnement que l'on paierait pour accéder à un logiciel dans le cloud. Alors si ça vous intrigue autant que moi, sachez que j'ai invité le président de SAP France pour en savoir plus. Alors SAP, vous savez, c'est cette petite start-up allemande née dans les années 70 qui est devenue un des plus gros éditeurs de logiciels au monde de gestion de process métier. Donc cette transformation disponible en location, on y revient dans quelques instants, sera le sujet de l'interview de Gérald Karsanti. Ensuite, au cœur de cette émission, nous découvrirons de nouveaux visages, des visages plus divers qui apportent de la diversité dans le secteur. C'est un élément indispensable si l'on veut une French Tech renouvelée et une French Tech aussi plus en phase avec la société. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données personnelles pour faire un point précis sur les questions que posent les messageries comme WhatsApp ou Signal. Et pour conclure avec notre innovation du jour, ce sera une innovation en robotique, un robot qui a une forme de pieuvre. Mais d'abord, donc place à l'interview. Louer sa transformation numérique comme un service, c'est le sujet de cette interview. Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SAP France. Alors je disais SAP, c'est aujourd'hui un des géants de la gestion des ressources de l'entreprise, des logiciels ERP comme on les appelle. C'est 100 solutions, plus de 200 millions d'utilisateurs dans le cloud. D'abord, on va démarrer peut-être avec l'impact de la crise Covid-19 puisque vous venez de publier des résultats. Déjà, vous avez raison, SAP c'est le leader mondial du logiciel, d'application de façon générale. On a un bout en bout chez SAP, on couvre à peu près tous les domaines de processus de l'entreprise, de la finance aux achats, au supply chain, enfin l'ensemble des processus. Ça veut dire que vous êtes quand même très sensible à la santé économique des pays. Oui, exact, mais en réalité, on a vu qu'on a pas mal résisté, parce que d'abord SAP est une entreprise qui est habituée à travailler avec les technologies à distance, donc le télétravail n'était pas nouveau pour nous. Donc globalement, on s'en est plutôt bien sorti avec une excellente profitabilité, un chiffre d'affaires qui est à peu près stable, on recule de 1%, c'est-à-dire que c'est plutôt stable dans le contexte actuel, c'est plutôt bien. Je rajouterais quand même un point important, c'est que nous sommes, on en est fiers, la première société tech européenne. Et dans cette bataille mondiale à laquelle on assiste entre le bloc Amérique, le bloc Asie, en Europe, il y a SAP qui fait front et qui essaye de représenter les couleurs de l'Europe. Ouais, ça fait du bien, on est content de vous inviter. L'un des objectifs de cette année, c'est de transférer encore davantage de clients dans le cloud. Ce serait quoi, d'atteindre les 100%? À terme, je pense qu'on ira vers un quasi 100%. Déjà, je pense que dans 3-4 ans, on sera à la majeure partie des applications et des solutions de nos clients tourneront dans le cloud. Simplement, notre approche, c'est plutôt d'accompagner les clients à leur vitesse. C'est-à-dire de se caler sur ce qu'ils veulent faire, parce que tous les clients ne veulent pas transférer leurs applications à la même vitesse. Il y a des applications plus sensibles que d'autres. Et donc, nous, on veut un modèle qui leur permette d'y aller à pas cadencer, certes, mais en tout cas, leur pas. Alors effectivement, c'est donc ce que j'ai essayé de présenter dans ce sommaire, une nouvelle offre qui arrive et qui est en fait une nouvelle méthode pour faire sa transformation numérique. C'est pas juste de dire on va passer au numérique, on va passer au cloud, c'est un accompagnement qui se fait dans la durée, c'est ça? On paye un abonnement à l'année, vous allez nous l'expliquer, pour pouvoir transformer ses métiers au fur et à mesure, à la vitesse de son choix? Alors en fait, c'est une offre globale qui intègre des produits, des logiciels, des services, et qui permet au client en fait de faire simultanément un transfert progressif de ses applications et de ses processus dans le cloud, mais plutôt que de le faire comme ça, on va dire mécaniquement, oui. Eh bien l'idée c'est d'aider le client à se transformer en même temps, et donc à optimiser ses processus et à en tirer un bénéfice. Au passage, cette méthodologie, cette approche, cette offre, qu'on appelle RISE, effectivement, RISE by SAP, va permettre aux clients, en moyenne, c'est une fourchette, de gagner à peu près un tiers en TCO, ce qu'on appelle TCO, le coût total de possession, donc c'est quand même pas rien, et ça peut monter jusqu'à plus de 80% d'économies au niveau des coûts directs, donc c'est vraiment des économies substantielles. Alors ça dépend après des secteurs et de la taille de votre entreprise,
et surtout une accélération de la mise en œuvre et de cette transition vers le cloud. Et alors, vous parlez d'aider les entreprises à devenir des entreprises intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quelques années, on avait lancé une approche, justement, une offre qui se voulait non pas intelligente, mais qui voulait aider les clients à transformer effectivement leur système d'information pour être extrêmement pertinent lorsque eux-mêmes font face à leur propre marché, c'est-à-dire à leurs clients. Eh bien là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de dégager au maximum pour nos clients des économies qu'ils engloutissent la plupart du temps dans la gestion de leur existant, pour qu'ils puissent l'investir dans de l'innovation. C'est un mécanisme assez simple, mais finalement, quand vous avez 100 et que vous dépensez 90 ou 95 dans l'existant, quelque part... Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont investir dans l'innovation ? Pardon ? Est-on sûr qu'ils vont l'investir dans l'innovation ? Alors, après, il faut mettre en place, et c'est pour ça que RISE est intéressant, parce qu'on a dans RISE tout un ensemble d'expériences clients dans tous les secteurs d'activité, et c'est ça qu'on peut transférer grâce à nos consultants, grâce à nos partenaires, notre écosystème de partenaires, de sociétés de services, de cabinets de conseil, les aider à tirer la quintessence de RISE, et surtout des expériences vécues par d'autres. Car nous avons déjà, RISE, c'est pas juste une annonce, hein, nous avons déjà une centaine de clients qui ont basculé déjà dans RISE, et en France, Cocorico, un grand client, puisque Atos a choisi d'aller dans RISE. Et c'est vous dire l'importance de RISE, puisque Atos est quand même des experts dans l'optimisation des systèmes d'information pour leurs propres clients. Oui. Donc s'ils ont choisi RISE, c'est qu'ils y voient un intérêt. Il y a un autre partenaire d'ailleurs, j'ai vu, c'est Microsoft. Oui. Vous allez intégrer Teams ? Alors en fait, nous avons un partenariat avec les 4, comme on dit, hyperscalers, donc Google, Amazon, Microsoft et Alibaba Cloud. Mais c'est vrai que nous avons un partenariat avec Microsoft aussi sur le plan technologique, depuis longtemps d'ailleurs. Microsoft est un partenaire clé pour SAP. Et effectivement, on intègre Teams dans 2 produits en particulier, toute la partie ERP et puis toute la partie SuccessFactors qui est notre offre RH. Ça, c'est clairement un effet Covid-19, j'imagine. Ça a accéléré les choses, on peut le dire. Hein. Ça a accéléré les choses de la même façon que dans RISE, on intègre par exemple la sécurité. Tous les clients nous demandent, nous disent oui, on veut basculer dans le cloud, mais on veut y aller graduellement, à notre vitesse, puis en plus on veut que ce soit sécurisé. Donc on a intégré aussi les offres de sécurité, de l'intelligence artificielle qui joue un rôle considérable dans nos offres. Donc voilà, c'est un ensemble d'offres mais qui sont très complètes. Alors, il faut aussi rappeler que SAP fait partie des tout premiers membres fondateurs de Gaia-X. Quand même, c'était encore qu'un projet initié par des entreprises allemandes. On trouvait SAP dedans. Quelle est la vision de l'évolution du projet, maintenant que la France en fait partie, que ça devient un sujet de souveraineté européenne ? Vous avez l'impression qu'on est toujours sur la même ligne que le projet initial ? C'est ce que je disais au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit que, en Europe, il y a SAP, première société technologique. La deuxième, c'est Dassault Systèmes, d'ailleurs, mais on est sur des poids de capitalisation qui sont, après, qu'on descend très très bas. Donc, pour faire face, il faut avoir des projets. Et Gaia-X, effectivement, c'est la naissance de projets qui peuvent, dans le domaine du numérique, nous permettre en Europe d'exister, de peser face au grand continent que je citais tout à l'heure. Avant, on n'avait que des entreprises allemandes. Maintenant, c'est devenu un consortium, on va dire, franco-allemand. Et puis là, s'invitent des acteurs, justement, d'autres continents, notamment les puissants avec lesquels on essaye de rivaliser. Mais en même temps, ça permet de stimuler l'innovation. Parce que l'innovation, c'est de regarder ce que font les autres et c'est d'avoir quelque chose d'enrichi, on va dire. Donc Gaia-X est effectivement important, je pense, pour nous autres Européens, si on veut vraiment exister. Regardez ce qui s'est passé dans le domaine de l'aviation, enfin de la Airbus, qui est une fantastique expérience. Il faut qu'on reproduise ce type de modèle dans le domaine du numérique. Alors, je voulais juste terminer en rappelant aussi que vous êtes professeur affilié à HEC Paris. Vous enseignez le leadership. Vous avez même écrit un ouvrage, le leader du 3e type. Quels sont aujourd'hui les principaux critères, les caractéristiques idéales du leader de l'entreprise numérique ? Alors effectivement, j'enseigne à HEC depuis 17 ans et à l'ESCP depuis un peu moins longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les leaders sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'à chaque époque, des nouveaux leaders émergent. Et puis on a des phases de transition. Là, on est dans une phase de transition un peu longue,
dans laquelle, d'ailleurs, on me questionne, on me dit, mais est-ce que les leaders qu'on voit émerger correspondent bien à ce leader du troisième type? Oui. Et je dis, on est dans une phase de transition, donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Mais le leader de demain, c'est quelqu'un qui est tourné définitivement vers le digital, qui va intégrer le digital dans la stratégie de l'entreprise, et à titre de caractéristiques personnelles, c'est quelqu'un qui aura une très grande humilité, parce qu'on sait beaucoup de choses, mais en fait, on ignore aussi beaucoup de choses. Donc, il faut savoir s'entourer des bons profils. Donc, je dis souvent que pour un leader, avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment, c'est sans doute 70% du job. Donc, c'est extrêmement important. Et après, il faut avoir des profils qui vont être beaucoup moins, c'est tout l'objet de mon livre d'ailleurs, beaucoup moins narcissiques dominants, comme on l'a eu depuis l'après-guerre, pour aller vers des profils un peu différents, bienveillants, tournés sur les autres, collaboratifs, qui vont savoir écouter, parce que justement, comme je le disais, on ne sait pas tout. Donc, il faut regarder les talents autour de soi qui vont nous aiguiller et nous permettre d'avoir les bonnes idées. À la fin, il faut quand même prendre des décisions. Merci beaucoup Gérald Karsanti. Peut-être aussi que ce leader du troisième type fera partie davantage de la société diverse et variée et mixte. C'est en tout cas le sujet de notre talk à suivre. Et je rajouterai d'ailleurs que le dernier chapitre de mon livre, c'est « Voici venu le temps des femmes ». Magnifique. Merci beaucoup Gérald Karsanti, président de SAP France. Et donc je le disais, notre talk arrive sur la diversité et de nouvelles têtes qui changent un peu cette French Tech. Diversité, la French Tech change de tête. Alors on voit ça tout de suite avec Anthony Babkin, qui est un entrepreneur social et professionnel du numérique, président et cofondateur avec Mounira Hamdi de l'association Diversity Days, dont l'objectif est d'accompagner, accélérer, valoriser les talents du numérique issus de la diversité sociale, ethnique, culturelle ou tout simplement discriminés pour leur âge, leur genre, handicap, orientation et bien d'autres sujets. Justine Ba, également autour de cette table, fondatrice de Roomba, une plateforme de mise en relation pour la location de lieux publics. Et Justine Ba est lauréate du programme French Tech Tremplin. Également avec nous en visio, Anicette Massanga, présidente de Fibrani, qui est une offre de produits de soins pour les cheveux bouclés, frisés ou crépus. Et Fibrani fait partie des startups issues du programme Fighters du campus Station F. Alors, on va démarrer ensemble, Anthony Babkin, parce que c'est votre sujet de prédilection, la diversité. Moi, je voulais savoir déjà, est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à construire pour davantage d'inclusion, de diversité dans le numérique? Ah oui, c'est énorme. En 2021. En 2021, le panorama de la tech n'a pas encore tout à fait changé. Il y a encore des progrès. Mais c'est chouette parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se monter. On va en parler tout au long de l'émission, je pense. Mais je vais redonner quelques chiffres. Aujourd'hui, on est plutôt sur un start-upper qui est une start-upeuse sur 10. Oui. Donc, ça veut dire une dizaine de pourcents de femmes qui entreprennent dans la tech aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui des personnes sous-représentées, c'est vrai que si on parle des personnes non blanches, elles ne sont pas très nombreuses. D'ailleurs, dans les couloirs des grands incubateurs, etc., c'est quand même les grands absents. Et alors les personnes en situation de handicap et qui entreprennent dans les tech, et si je rajoute le critère du genre, elles sont complètement absentes. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail aujourd'hui à faire en termes de représentation, mais pas seulement, c'est l'accès au financement souvent qui pêche. Les femmes sont seulement 1% dans les levées de fonds à lever aujourd'hui en France. Donc elles sont plus que sous-représentés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce petit vent qui traîne, qui se dit que voilà, en fait, il y a aussi des levées de fonds qui sont pas tout à fait ordinaires ou parfois discriminantes. Donc, il y a un gros travail à faire sur lutter contre les biais. C'est-à-dire des discriminations qui seraient volontaires? C'est des biais, on appelle ça souvent des biais inconscients. On vient d'une grande école, on est un homme, peut-être 3 hommes à faire pitcher des projets, etc. Et on se rend pas compte que tiens, l'école va jouer, ou tiens, une femme, des questions un peu tordues qui vont être posées. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un enfant dans la prochaine année? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui nous sont remontées. Ça existe encore en 2021. Ça existe encore malheureusement. Okay. Et donc j'en ris parce que franchement c'est vraiment c'est bas très souvent. Et donc en fait, comment on fait pour aujourd'hui changer la donne en France et faire en sorte que plus de femmes accèdent au financement, mais pas seulement, tous les talents, on va dire, discriminés, de la diversité au sens large. Et donc, c'est vrai que c'est un gros travail de fond à faire. Donc, il existe des programmes, type Diversity Days, on a été très tôt sur ce sujet, mais pas seulement, French Tech Tremplin aussi, je pense qu'on va en parler, mais qui sont là aussi pour à talent égal, parce que c'est quand même ça qu'on va regarder. Oui. À performance égale ou à talent égal, redonner à avoir des talents différents, qui viennent des 4 coins de la France, qui ont des origines sociales différentes, qui viennent pas toujours de Paris,
notamment aussi des femmes. Donc c'est un gros travail à faire pour rétablir, si j'ose dire, la balance et faire en sorte qu'on ne soit pas seulement dans l'entre-soi ou des gens qui se cooptent entre eux et qui font qu'à un moment on arrive sur un secteur ou un écosystème qui n'est pas du tout représentatif de la diversité française. Alors, on va donner la parole aux femmes. Justine, 26 ans, Oui. Vous êtes encore entrepreneuse étudiante en Oui, fait, encore exactement. entre les deux. Comment vous est venue l'idée déjà de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il vous a fallu un point d'entrée, quelqu'un qui vous y accompagne? Alors justement, c'est marrant que vous me posiez la question parce que je me suis rendu compte que je me suis jamais définie comme entrepreneur. Et justement, en fait, je me suis rendu compte que c'était une question de légitimité. Je pense que j'ose beaucoup moins afficher le fait que je suis entrepreneur, contrairement à peut-être certains hommes. Et donc, quand je me suis lancée, en fait, je me suis juste dit, je saisis une opportunité. Je pense que j'ai eu la bonne idée en avril 2019. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais voir, je vais continuer sur cette voie-là. Et c'est que depuis, là, très récemment, que ça commence à bien marcher, etc., que je me dis, oui, je suis peut-être chef d'entreprise. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Tu es chef d'entreprise. Merci, Anthony. Pour juste rebondir, moi, je suis ravie justement d'échanger avec Anthony sur ces sujets-là. French Tech Tremplin, c'est quand même 40% de femmes. Donc, quelle évolution. Moi, je suis vraiment ravie de faire partie de ce programme. Alors, ok, on y va. En quoi consiste donc le soutien qui est apporté par ce programme French Tech Tremplin? Alors, le soutien, il est complet dans le sens où on a un soutien d'un incubateur. Donc, on est suivi. On a la chance de bénéficier d'une vraie expertise. Moi, pour ma part, je suis dans l'incubateur HEC, donc c'est une vraie chance. Et puis, on a un soutien financier. Donc, pareil, c'est important quand on se lance. Je ne sais pas si de moi-même, j'aurais pu avoir accès à des financements. D'ailleurs, je ne pense même pas. Et comment vous avez accédé au dispositif? Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, encore une opportunité. Je me suis dit, bon, je vais faire un dossier, je vais tenter. Et puis, j'ai eu la chance d'être prise. Je pense que mon projet intéresse pas mal. J'ai fait la prépa, donc la phase 1. J'ai beaucoup donné. Et puis, j'ai eu la chance que ça porte ses fruits. Et puis, je suis en phase 2 maintenant, en incubation. Donc, je suis ravie. Bravo. On a une autre jeune femme avec nous, Anicette Massanga, présidente de Free-Bani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes issue d'un autre programme, c'est pas French Tech Tremplin, c'est Fighters de Station F. Comment vous êtes inscrite à ce programme? Alors en fait, le programme Fighter, effectivement, c'est un programme de Station F qui nous permet... on vous comprend pas très bien. On a un problème de réception. Alors peut-être qu'en régie, on peut essayer d'y travailler pendant qu'on continue autour de la table. Voilà, on va continuer la conversation déjà en plateau. Donc French Tech Tremplin, c'est une initiative qui a été développée par l'État pour favoriser la diversité. C'est venu comment cette idée? C'est l'écosystème qui a appelé l'État à se mobiliser sur cette question? Je pense qu'il y a un constat qui a été fait qui est terrible. Le fait que là, actuellement, l'écosystème start-upper, on va dire, et puis est très parisien déjà. Et puis, il est surtout porté par des hommes, on va dire, blancs, de moins de 40 ans, comme le dit souvent Cédric. Oui, mais enfin, on aurait pu imaginer que cet écosystème reste dans ce confort et ne cherche pas à être bousculé. Totalement, mais je pense qu'il y a des vraies volontés au sein du gouvernement et ça fait vraiment plaisir. On échangeait sur ce sujet avec Anthony. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont envie de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et moi, je suis ravie d'avoir la chance de les côtoyer parce que ce sont des personnes incroyables. Et puis, il y a des personnes comme Anthony aussi qui font bouger les choses, qui permettent à des personnes comme moi de trouver leur place en fait au sein de cet écosystème et de ne pas se sentir mise de côté. Donc je remercie Anthony déjà pour ça. Merci Justine. C'est beaucoup d'honneur. Non, je pense que là où tu as raison, c'est qu'il y a un vrai sujet de faire... le sujet était quasi inaudible ou inexistant il y a encore 3-4 ans. Donc c'est vrai que nous, on est arrivé très vite sur cette thématique et les gens nous disaient, mais de quoi vous parlez? Beaucoup de gens disaient diversité, mais pourquoi faire? Et faire comprendre qu'on ne parle pas d'empathie ou de misérabilisme, mais de talent, de gens qui ont le potentiel et qui sont aujourd'hui mis sur le bas-côté parce qu'on ne les considère pas suffisamment, ou parce que, comme toujours, dans un milieu un peu homogène, on va se dire, tiens, celui-là, il est différent, ou celle-là, elle ne nous ressemble pas. Et donc, en fait, c'est un environnement qui s'est replié sur lui-même. Souvent, et d'ailleurs, il y a une étude qui était intéressante d'une doctorante, je retrouverai son nom, qui a étudié, en fait, un peu le sociotype du start-upper en France. Et ils sont très similaires. Ça serait dû à quelques écoles, quelques grandes écoles, quelques villes, dont Paris surtout. Et donc, la difficulté d'entretenir ça, c'est que derrière, aujourd'hui, nous, avec l'association, on travaille aussi sur le manque de diversité dans la tech, non plus en tant qu'entrepreneur, mais cette fois-ci dans les effectifs des start-up.
Et aujourd'hui, un chiffre assez criant d'une étude qui s'appelle First Talent, qui est sortie l'année dernière, montre qu'en fait 80% des startups aujourd'hui n'ont soit pas de stratégie de diversité et inclusion, soit ne l'ont pas formalisée. Donc il y a aussi un gros sujet de se dire finalement quand on vient des mêmes écoles, des mêmes écosystèmes, etc., derrière on ne pense Ça pas veut dire qu'il forcément... faut, c'est une politique volontariste, il faut avoir une stratégie en interne pour inclure la diversité? Tous les grands groupes en ont une. Mm. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, ces startups, pour certaines, ne sont plus des startups, c'est ce qu'on appelle des licornes, donc elles ont dépassé les 50 millions de levées et représentent aujourd'hui des grands groupes. Je peux citer Blablacar, par exemple, qui me vient spontanément. Ces mêmes grands groupes doivent aujourd'hui avoir des stratégies de diversité et inclusion. Donc prendre à bras-le-corps le sujet assez tôt et venir avec un enjeu en faisant comprendre ce que c'est très tôt, c'est important. Et le numérique peut être un accélérateur de diversité, c'est ce que dit votre rapport. Totalement. Pourquoi le numérique plus particulièrement? Alors, en fait, je pense que le numérique a plusieurs vertus. C'est que déjà, ça a cassé beaucoup de barrières. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'autodidactes, de gens qui sont formés grâce à des cours en ligne, se sont élevés à des postes assez importants, stratégiques dans l'entreprise, avec seulement un bac, ou voire moins, parce que beaucoup d'écoles forment sans le baccalauréat. 42 est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres sur le territoire, Webforce 3, Simplon, plein d'autres. Et donc c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui maîtrisent cette compétence du 21e siècle, et pour autant qui ne sont pas sortis des grandes écoles ou prépa. Ou qui peuvent s'auto-former, on en a parlé ici avec le low-code, no-code aussi, où c'est beaucoup plus facile d'accès. C'est ça. Et donc en fait, on voit tout un tas de gens finalement prendre leur place dans la société, là on ne les attendait pas. Donc c'est, pour nous en tout cas avec l'asso, avec Diversité, c'est de dire au plus grand nombre, prenez votre place, tentez de maîtriser cette compétence. Et c'est une manière peut-être de s'élever dès demain socialement, parce qu'on sait que ce sont des jobs en CDI, plutôt bien payés, qui ne connaissent, j'allais dire pas la crise, j'aurais pu le dire en 2019, moins la crise. Et donc il y a un enjeu d'en faire un accélérateur de diversité. Clairement. Est-ce que pour les femmes, c'est vraiment plus difficile de travailler dans ce secteur tech? Oui, et je pense que je m'en rendais pas compte, encore une fois. Déjà, pour rebondir sur ce que disait Anthony, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, moi, je vois que c'est encore un effort supplémentaire d'aller chercher ces talents-là, qui sont des femmes, qui sont développeuses, etc. Parce qu'en fait, on ne sait même pas par où commencer. Et on voit pas, on a des initiatives qui sont un peu dispersées un peu partout. Donc, on a des écoles, comme tu le disais, des écoles qui forment au code, etc. Mais on ne voit pas d'initiatives immergées. Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est à moi d'aller chercher les talents. Donc déjà, c'est un effort que je dois faire. Malheureusement, j'espère que ça changera. Vous faites comment? Vous passez par les écoles, vous leur dites je voudrais des profils féminins? Totalement, totalement. J'aimerais, moi, la main qu'on m'a tendue, j'aimerais la tendre à d'autres femmes. Sauf que, moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve que c'est compliqué. Et alors après, en tant que chef d'entreprise dans la tech... Confrontation au réel. Totalement. Ouais. Donc en tant que chef d'entreprise dans la tech, combien de fois j'ai entendu ce que disait Anthony tu lèveras pas de fonds si tu n'as pas un cofondateur homme, tu n'auras pas accès à des financements, il faut que tu t'associes. Enfin, je pense que... Moi, je trouve que c'est un discours qui est terrible à entendre en 2020. Ouais. Ça sape un peu le moral. Totalement. Ouais. Donc, pourquoi aurais-je besoin d'un homme à mes côtés pour lever des fonds si j'arrive très bien à monter mon entreprise et qu'elle cartonne? C'est une question que je pose à tous. Ça fait du bien d'entendre Justine. Moi, je me dis qu'en fait, on a besoin de 1001 Justine partout en France et dans la tech. Sincèrement, on manque terriblement de gens qui incarnent le sujet et qui montrent qu'on n'est pas sur un sujet d'empathie à nouveau et que finalement, le talent est partout. Et alors, pour ceux qui en doutent, Justine en fait partie. Ils sont 200 autres là, à intégrer cette prépa. Et moi, je me dis, en fait, donnons-nous rendez-vous dans 3 à 5 ans et je suis sûr qu'on aura cassé les pronostics. J'en suis absolument certain. Alors, pour ceux qui voudraient justement embrasser ce projet, la French Tech Tremplin, vous parlez de prépa, ça consiste en quoi? Oui. Donc c'est un programme d'accompagnement qui dure sur 3 ans. C'est divisé en 3 phases. La première phase, c'était la prépa. Deuxième phase, l'incubation. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette prépa? Alors la prépa, du coup, c'était l'année dernière. Là, ils vont rouvrir les candidatures. Je vous avoue que je ne sais pas la date. Mais en fait, on postule justement pour avoir cet accompagnement qui va être avant le développement de son entreprise. Donc, acquérir une posture entrepreneuriale, c'est important. En fait, on se rend compte quand même que l'écosystème startup, il y a beaucoup de codes qu'on ne maîtrise pas forcément des fois quand on ne vient pas de ce milieu. Donc, maîtriser les codes, pouvoir avoir accès à des experts. Quand vous dites les codes, ce n'est pas le code de la programmation. Quel genre de code? On va dire les codes, oui, voilà, exactement, la faççon de s'exprimer. Mais ça, c'est se conformer alors à des codes préexistants? Oui, en fait, je pense que le milieu start-upper
bien qu'on dise qu'il est très détendu et cool, il y a quand même pas mal de codes informels. Je m'en suis rendu compte, on doit connaître les bonnes personnes, être aux bons événements. C'est un peu de l'entre-soi quand même. Bon, alors on a retrouvé Anicette Massangar. Ah, pas mal. On va lui donner la parole. Oui, alors ma question portait sur le programme Fighters pour savoir comment vous avez pu y accéder. Alors en fait, c'est un programme pour lequel on a candidaté sur le site internet. En fait, il fallait du coup expliquer notre projet, réaliser une vidéo de présentation en expliquant nos motivations. Et suite à ça, il y a eu une première sélection qui a été faite sur dossier et on a eu donc un entretien à passer directement à Station F en face d'un certain nombre d'entrepreneurs qui nous ont posé plusieurs questions pour évaluer notre motivation. Et on a eu la chance d'être pris et de pouvoir intégrer donc le programme Fighter pendant une année. Et ensuite, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ? Concrètement, le programme Fighter, c'est vraiment un programme complet parce que d'une part, ça nous permet d'accéder à des locaux, d'être à la Station F, donc du coup d'être dans un écosystème hyper motivant avec des entrepreneurs qui, pareil, ont la même envie de faire booster leur business, d'augmenter leur croissance. Et en plus, on a également du mentorat, on a donc un programme manager qui s'occupe de nous, entre guillemets, parce que du coup, elle est accessible en permanence pour pouvoir nous conseiller. On a accès également au réseau. On a enfin la possibilité d'avoir un mentor aussi qui nous aide. Et voilà, c'est vraiment qu'on est dans les meilleures conditions pour pouvoir nous donner toutes les chances de booster notre start-up et de réussir. Bon, puisque vous n'avez pas pu participer tout au début au débat, je vais vous donner encore la parole avec la question du recrutement. Puisqu'on dit, finalement, quand on devient entrepreneur, on est confronté à la réalité. Est-ce que vous vous fixez des objectifs en matière de diversité quand vous recrutez ? Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, lorsqu'on recrute, les points qu'on va mettre en avant, ça va être principalement la motivation, ça va être également l'intérêt pour le poste, mais également la passion et l'intérêt pour ce qu'on fait, puisque c'est un domaine assez spécifique, et également les compétences. Donc, ça va être véritablement ces éléments qu'on va prendre en considération dans le cadre d'un recrutement, à notre stade en tout cas. Merci Anicette. Anthony Babkin, cette discrimination positive, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment instaurer ? Est-ce que c'est nécessaire ? C'est un long débat, Ouais. un long débat parce qu'il y a le modèle américain, il y a le modèle français, et ce ne sont pas du tout les mêmes, donc on s'inspire souvent de ce qui vient outre-Atlantique. En revanche, il y a une avancée majeure qui vient d'être lancée par Elisabeth Moreno. Je ne suis absolument pas neutre puisque j'ai remis un rapport en septembre sur ce sujet qui préconisait justement d'aller plus loin sur la mesure de la diversité dans l'entreprise. L'index ? Alors, elle a lancé cet index. Aujourd'hui, les contours sont à dessiner, mais c'est quand même un changement majeur sur ce sujet de la diversité dans l'entreprise. C'est que finalement, elle a pris le sujet à bras-le-corps, Elisabeth Moreno, donc la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, diversité, égalité des chances, en faisant finalement un critère important dans l'entreprise. Lors de la remise du rapport, on a audité au moins 120 personnes et beaucoup nous ont dit, en tant qu'entreprise, on veut aller plus loin sur comment mesurer finalement ce qu'est cette diversité dans l'entreprise. Souvent sur 5 axes, l'intergénérationnel, LGBT, l'origine sociale, l'intergénérationnel et également le genre. Et en fait, sur ces 5 critères-là, il y a un enjeu de se dire, et c'était le handicap, j'ai dit 2 fois intergénérationnel. Et sur ces 5 critères-là, c'est de se dire, quelle est la photographie de l'entreprise ? À un instant T, ok, on veut gérer ces politiques de discrimination, de lutter favorablement, j'ai envie de dire, pour éviter des discriminations. Contre la discrimination. Merci. Et donc, ce sujet, c'est de se dire comment on a une photographie un peu plus fidèle de l'entreprise, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui en France, et de se dire comment, dans ces cas-là, je peux corriger en tant que manager de la diversité ou manager de l'inclusion dans l'entreprise. Donc, et alors, le principe de cet index de diversité, il fonctionne comment ? Alors, c'est une bonne question, je le dis là, je pense que les contours sont en cours, en train d'être dessinés, donc c'est intéressant de voir quels critères sont retenus, comment c'est mesuré. Il y a un index égalité femmes-hommes qui avait été lancé par Pénicaud à l'époque, et donc ça sera intéressant de voir celui-ci, ce qui est retenu. En tout cas, nous, on va y travailler activement avec l'association, avec Diversité, pour faire en sorte aussi d'apporter de l'eau au moulin, mais
c'est un vaste sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire des politiques de diversité et d'inclusion en France, on va pouvoir aller plus loin. Et donc, les entreprises sont appelées à se mobiliser, les entreprises volontaires. C'est pas quelque chose de contraignant à date, c'est plutôt une action volontaire en se disant, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Oui, c'est vrai que ça peut être vu aussi comme une contrainte, finalement, de se dire c'est encore un critère de plus que je dois prendre en compte dans ma boîte. Quand on se lance, c'est pas simple, non ? Oui, pardon. Je voulais juste faire réagir Justine. Non, je pensais que c'était... La chef d'entreprise. Non, alors je suis totalement d'accord avec vous. Après, je pense que quand il y a une volonté derrière, moi en tout cas c'est la mienne, je pense ça ne sera pas une contrainte. Au contraire, ça peut même nous permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est ce que disaient les entreprises justement. Après, je pense qu'on a vraiment la chance avec Elisabeth Moreno d'avoir quelqu'un qui veut prendre ce sujet à bras-le-corps et qui a envie de faire bouger les choses. Et donc, bon, c'est long, ça prend du temps, mais ça avance. Et ça irait plus vite si on passait au quota directement ? Alors c'est la question des quotas, pareil, c'est un vaste débat. Moi, j'ai envie de poser une question, c'est qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour aller plus loin, pour faire mieux, pour avoir plus de parité hommes-femmes, pour avoir plus de diversité ? Quel outil on a actuellement à portée de main pour faire en sorte que on bouge et que les lignes changent ? C'est important de regarder le contexte légal et c'est les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann et on voit que dans les conseils d'administration où la parité n'y était pas du tout, aujourd'hui est à hauteur de 40% parce que le contexte légal l'a imposé aussi. Donc là, il y a une grosse tribune qui est sortie récemment avec 120 femmes dirigeantes à la tête d'organisations aussi féministes ou tout simplement dirigeantes et qui dit en fait on appelle au quota parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Donc c'est sur la parité et donc... il faut croire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui a fait avancer les choses, il n'y a que les quotas, si on regarde historiquement. Donc, moi qui ne suis pas forcément favorable sur la diversité, ce serait beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors, compliqué, non. Si on regarde le contexte international, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur les questions aujourd'hui du genre, les grandes avancées majeures sont liées aux quotas. Anicette Massanga, est-ce que vous avez le sentiment que cette diversité peut aussi changer profondément le visage de la tech française ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, la diversité, je sais qu'à Station F, par exemple, il y a énormément de mesures dans ce sens. Donc, du coup, ça change, ça permet d'évoluer. Et je pense que en tant qu'entrepreneur issu de la diversité, on a aussi des choses à apporter et peut-être aussi une vision qui peut être différente et de certaines choses. Et c'est toujours une plus-value d'avoir des personnes issues d'horizons que ce soit social ou autre, différent, quoi, en fait. C'est vrai qu'avec le service, ne serait-ce que le service que vous apportez, donc qui est dédié aux cheveux qui sont frisés, crépus, bon, c'est pas forcément quelque chose, un produit qu'aurait pu imaginer le prototype du French Taker blanc, masculin, français, classique, quoi. Donc, est-ce que cette diversité fait qu'on va être plus en phase avec la société ? Moi, c'est ma question. Est-ce que vos nouveaux visages vont changer la French Tech et nous permettre d'être plus en phase avec les attentes de la société ? Moi, je l'espère sincèrement, et on rejoint du coup la question des rôles modèles. C'est que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, donc comme je disais un peu par opportunité, quand on me disait qui est ton modèle entrepreneurial, en fait, j'ai que des hommes qui me venaient en tête. Ouais. Donc, forcément, je pensais à Frédéric Mazella, de Blablacar, etc. Donc, c'est super. Et puis, quand j'allais un peu plus loin et que je me disais, mais est-ce que je connais des femmes ? Alors, il y en a, parce que du coup, je me suis penchée sur le sujet. Mais elles ne viennent pas en tête naturellement. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Et surtout, qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Parce que, comme le dit Cédric O, on ne veut plus d'un écosystème, on va dire, uniforme, avec des hommes blancs de moins de 40 ans. Ne faisons pas la même chose avec les femmes. Les femmes, comme les hommes, on est une société française qui est plurielle. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui réussissent. Et moi, c'est ma mission, c'est que je me dis, la meilleure chose que je puisse faire pour inspirer même des petites filles qui ont envie d'entreprendre ou d'être dans la tech, c'est de me dire, je dois réussir. Je leur dois ça et j'ai envie que des gens puissent se dire en me voyant, c'est possible. C'est un bon moteur. C'est rédvisible. Ouais, c'est pas mal. C'est compliqué de faire venir ces nouveaux talents sur le marché du travail. Alors, de les accompagner, ils ont des parcours parfois, comment on les piste en fait. C'est ça. Il y a une expression que j'aime bien, parfois on parle de talent discriminé. Et c'est vrai qu'on se le disait avec Justine, quand on est discriminé, on ne le sait pas forcément. Parce qu'à un moment, on envoie plein de CV, on n'a pas de retour. Qu'est-ce qui pêche ? Alors, évidemment, on peut remettre en question plein de choses. Mais spontanément, on ne va pas se dire « je suis discriminé ».
Et donc, ce qui va naître de tout ça est terrible. L'autocensure. Donc des gens qui vont se dire, bon, finalement, j'ai peut-être pas le bon diplôme, j'ai peut-être pas les bonnes compétences, je suis peut-être pas au niveau. Le syndrome de l'imposteur. J'arrive quelque part et je me dis, en fait, c'est pas fait pour moi, j'ai pas ma place ici, tiens, je me reconnais pas du tout dans cet environnement, j'ai pas les codes, comme disait Justine tout à l'heure. Donc, il y a tout ce qu'un écosystème très fondé dans l'entre-soi ou finalement un peu sclérosé, ce que ça va créer finalement sur les autres qui sont en dehors de ce cercle. Donc il faut travailler, et nous on le fait avec Diversité, sur un programme entrepreneurial aussi que l'on a. On travaille énormément sur les représentations. Donc on donne énormément de coaching sur la prise de parole, la confiance en soi, sortir du syndrome de l'imposteur, se dire je suis fier de ça. Ma différence, c'est peut-être ma plus grande force finalement. Et puis tout un travail aussi qui est fait sur, effectivement, former à c'est quoi une levée de fonds, comment on parle à un investisseur, c'est quoi un pitch, comment on présente son entreprise en quelques minutes avec une présentation qui va bien, qui est très, très fluide, etc. Tout ce travail, et je finis sur ce point, sur le côté communication. On travaille nous aussi sur le sujet de la visibilité. Beaucoup de gens se disent, ah bah tiens, mais moi je suis pas légitime à m'exprimer sur le sujet. Voilà, j'ai pas ma place en médias. Tiens, mais qu'est-ce que je ferais sur un réseau comme Twitter? À quoi ça va me servir? Et en fait, on voit bien que certains qui sont formés avec des écoles qui ont plus qui transmettent plus ces codes-là, finalement se sentent moins illégitimes. Alors qu'ils sont tous... moi, je peux vous dire, et c'est la fin de notre talk, donc je vais conclure comme ça, mais que vous êtes parfait en plateau, vous êtes parfaite en plateau. Revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Anicette Massanga de Fibrani, Justine Ba de Rumba et Anthony Babkin de Diversity Days. Juste après la pause, on revient sur ce sujet des messageries et des questions qu'elles posent en matière de protection des données personnelles. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour parler de données personnelles et des messageries. C'est avec Hervé Lejouan, qui est président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors en matière de protection de la vie privée, quand on parle d'application de messagerie, il y a deux critères importants à regarder, à surveiller. D'un côté, la confidentialité de ce qui est dit dans les conversations et de l'autre, l'intégrité des données qui sont liées au compte, comme mes contacts, mes groupes, mes numéros de téléphone associés et la question de leur partage ou non. Alors que nous apprend Hervé ce fiasco, on peut dire ça comme ça, de Facebook début janvier avec WhatsApp? Ça nous apprend, la première chose qui nous apprend, c'est que en fait, les utilisateurs sont maintenant sensibles à toutes ces choses sur la protection des données personnelles. Donc on est bien dans un monde aujourd'hui où avant, on faisait des mises à jour de politique de confidentialité et puis rien ne se passait. Il n'y avait pas de problème, les gens acceptaient. Mais aujourd'hui, maintenant, et surtout sur Facebook, qui est aujourd'hui quand même assez accusé dans ce domaine, les gens sont extrêmement sensibles. Et on a vu en fait que même ça a été une sensibilité qui a été supérieure finalement à l'effet, puisque la politique en soi, la mise à jour de la politique de confidentialité, ne touchait que quelques utilisateurs. Alors quelques millions peut-être d'utilisateurs, parce que c'était quelque chose de très spécifique. Mais pour autant, ça s'est monté énormément et Facebook n'a pas pu en fait faire autrement que de revenir, de rétro-pédaler, excusez-moi l'expression, de dire que non, ça ne concernait pas les conversations entre individus, mais seulement le cas précis des conversations entre des individus et éventuellement des marques, mais le mal était fait. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la sensibilité est là, on n'est plus dans un phénomène où finalement on peut collecter tout ce qu'on veut, mais bien dans quelque chose où les gens sont très sensibles. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la confidentialité des conversations dans les applications de messagerie ? Alors aujourd'hui, dans les applications de messagerie, il y a deux grandes catégories. Il y en a une qui s'appelle le SMS, que tout le monde connaît depuis très longtemps, mais qui est un protocole particulier qui est utilisé par les opérateurs. Et là, dans le cas des SMS, protocole particulier non chiffré, c'est pas chiffré, c'est-à-dire que le message, le SMS que vous envoyez n'est pas chiffré. Par contre, de l'autre côté, vous avez toutes les messageries basées sur le protocole de l'Internet, sur l'Internet. Et pour toutes ces messageries, ils chiffrent toutes avec des protocoles spécifiques, les conversations de bout en bout. C'est-à-dire à partir du moment où vous écrivez sur votre mobile et que vous envoyez votre message, il est chiffré depuis votre mobile jusqu'à votre interlocuteur et donc il est seulement déchiffré sur le poste de votre interlocuteur. Donc ça, c'est la majorité aujourd'hui. Toutes les messageries hors entre guillemets SMS fonctionnent comme cela. Alors, ça veut dire qu'on est à peu près tranquille sur la confidentialité des conversations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les données qui sont relatives à ces conversations ?
Alors c'est là où effectivement il se passe beaucoup plus de choses. C'est qu'encore une fois, toutes ces messageries sont gratuites. Donc on voit bien et on revient à toute cette problématique de la gratuité. À partir du moment où c'est gratuit, quelque part, il faut bien que le business model se fasse pour tous ces gens qui quand même dépensent de l'argent dans de la technologie, dans des services. Et là, c'est là où on voit que ça se passe. C'est-à-dire que Facebook, typiquement, ils ont racheté, si vous vous souvenez, WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Et donc, forcément, ce n'était pas juste parce qu'ils avaient envie de dépenser 19 milliards de dollars. On était bien dans une idée de business model, et surtout à grande échelle, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp. Et le graphe que vous avez vu, effectivement, permet de voir à quel point les différences se font entre différentes messageries en termes de collecte de données, et là je parle de collecte de données annexes à la conversation. Donc vous avez ici, vous avez Signal qui est à gauche, et puis plus ça va, vous allez à droite sur Facebook Messenger, et au milieu vous avez WhatsApp, et on voit bien toute la logique en fait de liaison des données qui sont autour de vous, vos contacts, vos achats et autres, qui vont être liés finalement à l'usage de cette messagerie. Et c'est sûr que c'est là que les choses se passent, et que certains acteurs en font plus que d'autres. Alors c'est vrai que Signal, typiquement, qui est une fondation, parce qu'il faut voir le business model derrière, est une fondation, ces fonds, c'est comme Wikipédia, ils viennent de dons, et à partir du moment où ils viennent de dons, ils ne cherchent pas effectivement à avoir un business model particulier. Après, pour les autres, il faut bien qu'ils aient un business model et qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Et la publicité est le business model aujourd'hui utilisé majoritairement. Le ciblage à partir de nos données. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un utilisateur de WhatsApp? Là, il y a une grosse tendance de dire bye bye WhatsApp. On a vu effectivement des dizaines de millions d'utilisateurs sur les quelques jours après cette annonce, des dizaines de millions d'utilisateurs migrer, alors principalement sur deux messageries qui ont fait la une de beaucoup de journaux au niveau mondial, qui sont Signal et Telegram. Et donc, il y a énormément de migration. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Oui, vous pouvez aller migrer vers ces messageries et qui offrent des services très similaires. En fait, vous allez avoir une interface en tant que client qui est quasiment la même que WhatsApp. Mais l'enjeu, et vous le savez bien, c'est l'effet réseau. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, effectivement, vous, moi, d'autres personnes, vous avez constitué des groupes, vous avez constitué des groupes d'amis, des groupes même de travail des fois. Et là, l'enjeu, c'est pas tant de changer de messagerie, c'est de faire en sorte que tous vos contacts vont accepter de créer des nouveaux groupes sur telle nouvelle messagerie, et donc il faut repartir à zéro. Et je pense que Facebook le sait bien, même s'il y a eu un effet d'annonce extrêmement fort. Est-ce que les gens ont vraiment switché, ont changé tous leurs groupes pour passer complètement de WhatsApp à une autre application de messagerie? Rien n'est moins sûr. Et donc l'enjeu, c'est bien ça, c'est bien l'effet réseau. Absolument. Et ici, on a parlé notamment d'une société française, Olvid, qui propose sa messagerie hyper sécurisée et souveraine pour nous. Pour autant, c'est compliqué de faire migrer ses contacts sur Olvid. Merci beaucoup, Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni. Je dis c'est compliqué, non pas techniquement, mais c'est compliqué de les convaincre. Merci, Hervé Lejouan. On aura l'occasion d'en reparler. À suivre, la découverte d'une innovation, c'est un robot pieuvre. Bonjour Cécilia Sévry. Aujourd'hui, c'est une innovation robotique que vous allez nous faire découvrir. Oui, aujourd'hui, on va partir en mer, Delphine. Je vous présente un robot aquatique, un robot directement inspiré d'un animal marin, à savoir la pieuvre. En fait, finalement, pourquoi chercher à inventer un système de propulsion qui serait aussi rapide que la pieuvre, alors que des animaux marins comme la pieuvre, mais d'autres, depuis des millénaires, arrivent à se déplacer de façon très efficace en mer. En tout cas, c'est le raisonnement qu'ont eu des ingénieurs et des chercheurs dans des universités en Angleterre, précisément dans l'université de Southampton et d'Édimbourg. Et donc, ensemble, ils ont créé cet animal que vous allez voir à l'écran. En fait, ce robot, il se compose d'une membrane et d'une cloche, de bras flexibles. Alors esthétiquement, c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus au calamar, vous allez le revoir sur les images, mais en réalité, le système de propulsion est directement inspiré de la pieuvre. La cloche que vous voyez va se gonfler et se contracter pour imiter le rythme de propulsion de la pieuvre et obtenir la meilleure vitesse possible. Comment ça fonctionne ? Alors la structure, en fait, elle n'est pas loin d'un parapluie. La membrane, elle recouvre 8 bras flexibles sous une cloche en arceau comme ça, et donc à intervalles réguliers. En fait, un système de pistons et de ressorts va écarter
ses branches comme ça. Et puis dans l'autre sens, en remontant le piston, il va refermer ses branches sur la membrane. Et donc en faisant ce mouvement, le robot va aspirer de l'eau. Et quand il se referme, il va expulser de l'eau pour avancer en avant. Ce mouvement engendré par le piston, eh bien, ça va créer ce qu'on appelle un phénomène de résonance. Autrement dit, eh bien, c'est quand la combinaison mouvement-vitesse va créer un mouvement régulier, mais on n'obtient pas ce mouvement avec n'importe quelle fréquence, parce que d'instant, on pourrait se dire qu'il suffirait d'accélérer le mouvement du piston eh bien, pour aller le plus vite possible. Mais en fait, non. Ah bon, c'est pas le cas. Non, comme quoi finalement la nature est bien faite. C'est là aussi qu'on se le rappelle. En réalité, les chercheurs se sont rendus compte que la bonne vitesse, c'était seulement 1 Hertz, c'est-à-dire un mouvement par seconde. C'est ce qu'on appelle la fréquence d'activation. Donc là, le robot a gagné en vitesse avec cette fréquence au rythme d'une longueur de corps par seconde, ce qui est aussi performant finalement qu'une vraie pieuvre. En revanche, si on a essayé d'accélérer les choses, eh bien, il n'avançait pas aussi vite qu'on l'espérait, ce robot, parce qu'en réalité, ça va casser cette suite de mouvements qui va être ouverture, fermeture, propulsion. Et ce qu'on a besoin, finalement, comme dans la nature, c'est de l'amplitude. Et ce système est-il alimenté ? Oui, par un câble que vous avez vu certainement sur les images, mais en fait il s'avère bien plus efficace. Ce robot, d'un point de vue énergétique que d'autres robots qui existent aujourd'hui, le câble en réalité ici, il ne va servir qu'à manœuvrer, qu'à diriger. La propulsion elle-même, elle provient de ce mouvement naturel, entre guillemets, qui est impulsé par le ressort, la contraction des bras, tous ces mouvements du piston et la propulsion ne sont pas motorisés. Ce câble, je l'ai dit, il servira à diriger seulement le robot, mais en réalité, ça, la manœuvrabilité de cet appareil, c'est seulement la deuxième étape dans les recherches scientifiques. Le but, en fait, à terme, c'est d'avoir un robot aquatique manœuvrable dans les milieux les plus fragiles, les plus délicats. Grâce à cette structure plus molle que les autres, on peut imaginer un cas d'usage dans des récifs coralliens, par exemple, ou alors sur des sites archéologiques qui auraient été submergés. C'est bien pour ça qu'on destine ce petit bijou de technologie. Alors pour finir, je le précise, c'est pas la première fois qu'on voit un robot comme ça inspiré d'une pieuvre. On a eu en 2016 un tout petit robot en forme de pieuvre complètement mou. C'était le robot, la première fois qu'on créait une technologie robotique complètement molle. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. On file tout de suite retrouver 4 jeunes pousses innovantes. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.